Bonjour à tous, bienvenue sur La Marco Immobilier, la chaîne YouTube dédiée à la connaissance de l'immobilier. Alors aujourd'hui je suis ravi, on va encore continuer à parler du nouveau DPE, le diagnostic de performance énergétique. J'ai le plaisir de recevoir Pascal Clerc. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi l'interview que j'ai faite avec Stéphane Souchot. Sans faire exprès, Pascal en t'a cité plusieurs fois. Bon, Pascal est le grand spécialiste français des diagnostics immobiliers. Bon, surtout du DPE. Surtout du DPE, ça tombe bien parce que c'est ce qui nous intéresse nous. Il y a des confrères qui sont spécialisés sur l'amiante, sur d'autres thématiques, sur les termites. Peux-tu te présenter ? Alors, donc Pascal Clerc, j'ai 53 ans, je suis diagnostiqueur, non pas depuis le début qui date de 96-97, mais depuis 2006. J'étais historiquement à mon compte à l'époque, chargé d'affaires indépendant en génie climatique, et j'étais en veille sur la partie du génie climatique au sens large, et j'avais repéré que l'État avait légiféré. Il y a eu un arrêté du 15 septembre qui définissait le DPE, qui est sorti de mémoire la fin du mois, le 29 septembre, et j'ai lu l'arrêté. Je connaissais le monde du génie climatique à l'époque. Il y avait 3 éditeurs spécialisés en thermique qui étaient Fauconnet Ingénierie, alias FISA, on appelle ça en abrégé, BBS Lama et Perrenou. J'ai appelé les 3 éditeurs, je leur ai demandé quand est-ce qu'ils seraient prêts pour avoir un logiciel pour faire ces DPE, même si l'État avait mis à disposition à l'époque un petit tableau Excel pour faire des simulations. Le premier qui a répondu était FISA. Et je lui ai dit envoie-moi un logiciel, et mon premier DPE date du 10 octobre, donc 10 jours après la sortie du texte. Donc vu que les confrères à l'époque qui faisaient du mesurage, de l'amiante, tout ça, étaient un peu frileux pour faire la partie thermique, qui est pas si simple. La thermique, déjà le mode de conduction de la chaleur, il y a 3 moyens. On verra tout à l'heure, en fait, effectivement. C'est un peu technique, du coup. La différence entre le thermicien et le diagnostiqueur. Voilà. Du coup, les anciens experts de l'époque ont été un peu frileux au début pour aller sur le DPE. Et voilà, moi, 10 jours après la sortie du texte, j'étais sur le terrain. J'ai fait mon premier DPE à Megève, dans un chalet d'un architecte. Et puis, ce que je croyais qui allait être un complément d'activité, très vite est devenu j'en ai fait, je crois, une centaine en 3 mois, alors que je pensais en faire, je sais pas, une centaine en 3 mois. Voilà, plus ce que j'en fais aujourd'hui. Parce que j'étais un des premiers, donc j'allais de Chamonix à Courchevel. Et voilà. Et depuis, au bout de quelques mois, je me suis dit, tiens, c'est pas mal comme activité. Et je vais me former dans le reste. À l'époque, le reste, c'était uniquement carèse, plomb et amiante. Le gaz et l'électrique sont venus plus tard. Donc voilà, tranquillement, je me suis formé au reste en choisissant des bonnes formations, et au bout de quelques mois, j'ai choisi d'arrêter l'activité que je faisais en parallèle de chargé d'affaires en génie climatique, qui était sur des gros chantiers. Je ne pouvais pas accumuler, voilà, si j'étais pris pendant 3 mois, je ne pouvais pas accumuler 3 mois, puis après dire je suis absent en 3 mois à des notaires. Donc j'ai fait le choix prendre le risque d'arrêter mon activité de génie climatique et d'attendre les coups de fil pour faire des diagnostics. Alors tu as monté ta boîte en fait ? Ah oui, c'est ça. En fait, la boîte était déjà existante avant. Depuis, en fait, j'avais commencé mon activité qui était un petit peu inhabituelle. Il n'y a pas de chargé d'affaires indépendant en génie climatique. J'avais fait le pari qu'il y avait du boulot. Il y en a eu parce que pendant 2 ans, de 2004 à 2006, j'avais déjà beaucoup de travail. Trop. J'ai cru qu'en me lançant dans le génie climatique, j'allais trouver, dans le diagnostic, que j'allais trouver un petit peu plus de sérénité et moins de travail. Et en fait, voilà, comme je suis un peu passionné au fond de moi, j'ai du mal à m'arrêter. Donc, voilà, j'ai l'impression vraiment que t'es un monstre de boulot, quoi. Ça. Tu animes 2 groupes Facebook. C'est ça. Dont un qui est dédié aux diagnostiqueurs. En fait, tu fais une espèce de support fonctionnel. Je vois les questions passer, tu réponds en général assez rapidement. Et récemment, en fait, tu as ouvert un nouveau groupe Facebook, mais plutôt aux investisseurs et aux agents immobiliers, pour répondre à leurs craintes sur ce diagnostic. Voilà, c'est ça. Les craintes, les interrogations, les questionnements quelconques. Donc le premier à 5200 abonnés, le deuxième à 700 abonnés. Voilà, au fur et à mesure, j'ai demandé aux agents immobiliers, aux particuliers de se désabonner pour aller sur l'autre. D'accord. Qui est tout aussi intéressant. C'est pas les mêmes questions. Il y en a qui ont peur de perdre parce que ils suivent, pour la plupart, suivaient en étant silencieux, ils suivaient le groupe des techniciens. Avec beaucoup qui m'ont écrit en privé en me disant qu'ils avaient appris plein de choses, y compris dans l'immobilier au sens large. C'est mon cas, j'ai appris énormément de choses en regardant vos échanges. Voilà. Mais j'étais un peu étonné en fait par certaines questions qui sont posées par des professionnels
qui vont faire des diagnostics chez les particuliers et ils posent des fois des questions un peu candides et c'est là qu'on voit que tout le monde n'a pas le même niveau dans ce métier. Voilà, c'est comme n'importe quel métier, il y a les nouveaux entrants et puis il y a ceux qui font le métier depuis des années. Et puis dans ceux qui font le métier depuis des années, il y a ceux qui se posent des questions et qui se remettent au goût du jour et d'autres qui croient y avoir la bonne vision et qui l'ont pas et qui le découvrent au bout de certaines... Non, donc c'est pas forcément, je vais pas dire les bons c'est les anciens et puis les moins bons c'est les nouveaux, ça dépend des personnes. Il y a des anciens qui font depuis des années, qui cochent des cases sans savoir de quoi ils parlent. Donc c'est certes un gage de sécurité, mais c'est pas une garantie absolue, quoi. Alors comment nous en fait on sélectionne un bon diagnostiqueur énergétique? Alors je dirais c'est comme notre métier à nous, il y a plein d'indices, il faut chercher les indices. Alors on a quand même un petit peu abordé le sujet avec Stéphane Souchot la dernière fois, est-ce que tu peux aller plus loin? Alors, moi, on peut demander un devis déjà. Alors déjà, vous appelez un diagnostiqueur, il va répondre plus ou moins rapidement, évasivement. Moi par exemple, si vous m'appelez, vous avez des questions pour faire le diagnostic de cet appartement, enfin vous voulez un devis en fait, je pense qu'on va passer 15 minutes ensemble au téléphone. D'accord. À peu près. Donc tu vas poser des questions sur le logement à diagnostiquer. Comment est l'appartement En fait, quand on fait un chiffrage, moi j'ai une grille tarifaire, on a un métier réglementé, on doit avoir des tarifs réglementaires qui sont choisis par nous-mêmes. On n'a pas de base fixe, c'est imposé par l'État, mais on a choisi une grille qu'on doit afficher dans les locaux recevant du public, et je me dois d'appliquer cette grille. Par contre, dans la grille, j'ai des options. Par exemple, si on est dans l'ancien et puis que les murs sont pas droits, j'ai mis une petite phrase qui dit voilà, pour chaque si vous avez une difficulté particulière, des parties sur rampant moins de 80, des murs à angle non remarquables, plusieurs découpes ou plusieurs placards, etc. Voilà, une pièce simple, 2 murs, enfin 4 murs, il y a 2 côtes, largeur-longueur. Si tu as un placard ou 2 placards, un mur pas droit, etc., on peut vite monter, on peut passer de 2 mesures à très vite 12-13 mesures. D'accord. Ce qui veut dire qu'il est important de parler directement avec le diagnostiqueur et pas passer par un secrétaire. Donc il faut demander, avoir un échange avec le diagnostiqueur. Elle peut être très bien formée et poser les bonnes questions. Mais voilà, pour dire, moi j'ai besoin d'un quart d'heure pour savoir qu'est-ce qu'il y a à faire. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Quand est-ce que vous avez acheté? Est-ce qu'il y a d'anciens diagnostics réutilisables? Celui qui ne pose pas ces questions-là, il va vous revendre la totale. Alors il va vous répondre tout de suite. Vous m'appelez, vous me dites voilà, c'est quoi le prix pour un F4? Je vous donne le prix 7 ans, et puis sur place je vous fais signer un devis, mais je ne vous ai pas averti que finalement, vu que les murs ne sont pas droits, vous avez 20% en plus ou 30% ou 40%. Je ne vous ai pas averti du prix du prélèvement pour l'amiante. Donc voilà, il faut un quart d'heure pour expliquer déjà. Pour bien aborder le truc. Poser les bonnes questions. Comment est le bien? Est-ce qu'il est chauffé collectivement ou pas? Là il est collectif. Si tu m'avais appelé, je t'aurais demandé est-ce que tu as l'accès à la chaufferie? Est-ce que tu sais qui a la clé de la chaufferie? Est-ce qu'elle est accessible avec une boîte à clés? Est-ce qu'on peut la visiter ou pas? Si ce n'est pas le cas, demande à un membre du conseil syndical de donner l'accès parce que j'en aurai besoin. Et là, j'aurais expliqué en prenant 1 ou 2 minutes en disant voilà, soit on a accès à la chaufferie, on peut relever les informations et puis tout se passe bien, c'est un vrai bon DPE qui est fiable, soit on n'a pas accès à la chaufferie et il y a des valeurs par défaut, c'est pas bloquant. Mais c'est des valeurs basses en fait. La chaudière sera ancienne, non isolée. En gros, déjà, tu multiplies par 2 ou 3. Préparez bien l'avenue du diagnostiqueur et mettez-vous en chie avec le conseil syndical et le syndic pour avoir accès à la chaufferie et avoir accès aux éléments techniques de l'immeuble. Voilà. Donc, on parlait est-ce que la toiture est isolée ou pas? Est-ce qu'il y a eu des travaux d'isolement en fait au niveau du collectif de l'immeuble, etc. Dans le principe, quand on fait la mission de diagnostic, après je reviendrai sur la partie comment choisir un bon diagnostiqueur, on relève des informations. On a, dans 80% du temps, on peut les relever. Et 20% du temps, on ne peut pas les relever parce que c'est un mur en brique, il y a une isolation qui est derrière la briquette, mais on ne peut pas casser la brique pour aller voir ce qu'il y a derrière. Donc il y a quelques fois, on n'a pas toutes les infos. Quand on ne les a pas toutes, soit on prend des valeurs par défaut, il y a tout le temps des valeurs par défaut, soit on a une information, un document fiable, dont on peut vérifier la cohérence. Par exemple, si on me dit, je sais que c'est un mur en béton qui fait entre 16 et 20 d'épais, qui a de la brique et qu'on me dit qu'il y a 10 cm sur les plans, et quand je mesure, en fait, mon mur fait 22. Je dis, il y a un souci, il n'y a pas, voilà. Donc je dois vérifier la cohérence. Pas l'exactitude, mais la cohérence. Et donc voilà, entre un mur avec l'isolation et puis de la briquette, ou bien le même mur, isolation inconnue dans de l'avant 48, isolation inconnue avant 48, c'est coefficient pas favorable. Si par contre il y a une rénovation en 72, 74 et qu'ils ont mis même 6 cm d'isolant, ça va changer la donne. D'accord. Je reviens sur la partie choix du diagnostiqueur. Donc le temps qu'il passe à questionner pour le devis,
Le devis lui-même. Alors que doit contenir le devis quand on remet un... Alors le devis, les miens par exemple contiennent le détail, c'est-à-dire qu'il y a chaque ligne. Évidemment le prix. Il n'y a pas un pack 4 diagnostics 480 €. Ouais. Il y a le prix de chaque diagnostic. D'accord. La caresse voit ça. Si jamais on arrive et puis que voilà, si j'ai fait un pack et puis qu'on arrive finalement l'installation gaz me dit qu'il y en a une, puis en fait il n'y en a plus. Et ben je vais enlever l'installation gaz, donc soit le prix il est clair, il est transparent, il apparaît, on enlève la ligne, soit donc il y a un devis pour un prix pour chaque ligne, chaque prestation, le détail de la prestation, une information qui dit combien de temps elle dure, qu'est-ce que je sais que je fais. Repérage amiante, il y en a plein qui existent, il y en a 4 ou 5 ou 6. Est-ce que je fais un DAPP, est-ce que je fais un repérage vente liste AB, est-ce que je fais un DTA, est-ce que je fais un diag travaux. Donc voilà, tout est détaillé, tout est écrit, il n'y a pas de souci. Si j'ai l'amiante, il y a la mention du prix du prélèvement, parce qu'il peut y avoir des prélèvements. Dans 3-4 cas sur 10, il y a des prélèvements. Si on n'avertit pas le client, le client... Dans le cas d'un diagnostic DPE, voilà. On peut aussi chercher de l'amiante. Non. Donc c'est à part. Voilà, c'est dans une mission globale. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être détaillé sur le devis. Oh, d'accord. Un devis, il fait une page. Derrière, il y a... Alors, ça, c'est le détail technique. Ensuite, il y a les conditions de... Légalement, toutes les factures doivent être comme ça. Enfin, tous les devis et factures. On doit annoncer les conditions de... Si les gens payent en retard, qu'est-ce qui se passe? D'accord, ok. C'est une obligation légale, puni d'une amende si on ne les met pas. Pareil, si les gens payent en avance, c'est un vrai document contractuel en fait. Bon, j'imagine que le devis est contre-signé par le client avant ton intervention chez lui. Voilà, moi mes documents s'appellent devis ordre de mission. D'accord. Ils ont un double nom, comme ça, c'est le devis. Derrière, on tourne, il est d'accord, il signe. Alors, les conditions de paiement, on doit avoir depuis, je ne sais plus, 2016, un médiateur de conciliation. Donc, en cas de pépin, si jamais il n'y a pas d'entente, il y a un problème et puis du coup, le client ne peut pas avoir gain de cause au téléphone avec nous, il appelle ce conciliateur, c'est nous qui le payons, mais c'est une obligation par la justice d'avoir un conciliateur, donc de payer ces gens-là qui se tiennent prêts en cas de pépin. Si jamais vous n'êtes pas d'accord avec le score du diagnostic, vous pouvez faire appel à un médiateur, mais ça je ne savais pas. Voilà, alors ça, qui est payé par vous. Voilà, alors ça c'est quand. Mais est-ce qu'il n'est pas du coup plus de votre côté ou pas je fais un DPE qui est classé à 1500 en G, tu te dis c'est impossible, tu m'appelles, je dis non, monsieur, j'ai assez travaillé pour vous, je ne vais pas vous répondre, pof, tu peux appeler le médiateur, c'est moi qui vais devoir le payer. Ouais. Mais il est de votre côté plutôt, non? Ou des fois il peut être du côté du client. Il est là pour client. trouver un compromis, puis voir qu'est-ce qui se passe. C'est un médiateur quoi. Voilà. Derrière donc sur le recto, moi alors chacun fait comme il veut, mais moi c'est le recto verso. Il y a donc le bon pour accord, donc si le client est d'accord, bon pour accord, nom, prénom, date, signature. Et qu'il est informé qu'il a un droit de rétractation. Si jamais il veut passer la commande plus de 14 jours avant la réalisation, il doit être informé qu'il a le droit de se rétracter. D'accord. Et du coup, tu lui rembourses les arts qu'il a éventuellement versés. Comme moi, le règlement il se fait lors de la visite. D'accord, parce qu'il y a certains diagnostiqueurs qui demandent en fait un paiement... des armes. Ouais, moi j'ai des collègues qui ont fait ça en station parce qu'ils se déplacent, donc c'est pour éviter de se déplacer. Pour rien, oui, c'est pas normal. Maintenant je travaille assez localement. En général c'est 40% je crois de la somme. Moi je pratique pas ça, donc je travaille très très local. Alors, et sur place, comment... donc ça c'est le choix. Ça c'est le choix du diagnostiqueur. Ensuite, il y a un contrôle à faire parce que le vendeur est responsable d'une chose, il est responsable de son bon choix, c'est-à-dire qu'il doit prendre une personne certifiée, formé et assuré. Donc nous, on doit en même temps qu'on envoie le devis, moi j'envoie le devis en général, un descriptif de chaque mission un peu plus étoffé que ce qu'il y a dans le devis, et puis l'attestation sur l'honneur qui dit que je suis formé, certifié, assuré pour chacune des missions que je réalise. Donc c'est une assurance RC, responsabilité civile je suppose? Oui, en fait c'est un document qui atteste qu'on est assuré pour ça. Ouais. Je n'envoie pas l'attestation d'assurance, mais j'envoie un document qui dit que je le suis. Assuré. Et après il y aura l'assurance dans la plupart des rapports, pas tous, mais... Après, voilà, alors... Quand vous avez, on ne sait jamais qui on appelle, si c'est un gars comme moi qui travaille en solo, ou si c'est une entreprise. Si c'est un gars qui travaille en solo, Pascal Clair, on va sur l'annuaire qu'a fait l'État, il y a un annuaire des diagnostiqueurs immobiliers. Si on marque annuaire des diagnostiqueurs immobiliers certifiés, il y a un des premiers résultats qui est en .din.gouv.fr, c'est l'annuaire du gouvernement. On va dernier onglet, on tape le nom. Attention, il ne faut pas cliquer sur la touche entrée de votre clavier, ça ne marchera pas. Il y a un petit bug. Il faut aller cliquer avec la souris sur la touche valider pour voir un résultat. Si vous cliquez sur entrée, ça va tout s'effacer. Vous verrez que le gars n'est pas certifié. Ah mince, alors faites attention. Alors qu'il l'est.
D'accord, donc ça c'est bien. Donc on peut vérifier en fait qu'on a affaire à un vrai. Après, il n'y a rien qui m'interdit. Par exemple, moi actuellement, je suis arrivé en fin de certification dans certains thèmes. C'est plus moi qui interviens, c'est mon collaborateur. Donc, il n'y a rien qui nous dit que voilà. Aujourd'hui, si tu regardes moi, j'ai plus que 2 certifs en activité, DPE et puis électricité. Et puis là, je vais repasser très prochainement gaz, plomb et amiante. Quand c'est comme ça, aujourd'hui, on travaille à 2, on intervient à 2 sur chaque chantier. Et puis mon collègue qui est encore assuré pour ça fait le reste. Quoi. D'accord, très bien. Ok. Donc très bien. Donc on a quand même un certain nombre d'éléments en fait pour sélectionner le bon diagnostiqueur. Après, il y a le prix aussi. Oui. Alors c'est comme. Ça va dépendre en fait du métrage, je suppose. Hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme n'importe quel artisan. Si tu consultes 2-3 entreprises, par exemple, admettons que tu en consultes 3, très souvent, le bon choix n'est pas forcément ou le plus cher ou le moins cher. Il est au milieu. Voilà, c'est comme un artisan carreleur. Si on prend le moins cher, des fois, on a des surprises sur les carreaux qui sont peut-être pas forcément. Ouais, je comprends. Ouais. Enfin, après, le prix, ça fait pas tout. Hein, enfin. Je dis, on est des artisans, quoi. Ouais. C'est pas non plus. T'as raison. C'est pas. Il y a des gens qui sont très hauts et qui ont pas forcément un travail de qualité, et des gens qui débutent, qui ont un prix attractif et qui ont peut-être déjà tout compris. Ça arrive. Hein, moi, je suis aussi examinateur de certification. Donc je fais passer les examens de mes confrères, on est assujettis nous-mêmes, moi je repasse tous mes examens tous les 5 ans aussi, maintenant tous les 7. Et donc je fais passer ces examens et j'ai vu passer des gens qui avaient tout compris, ils n'étaient pas encore dans le diagnostic. Alors c'est exceptionnel, mais j'ai eu un gars, une fille, les deux, ils étaient top quoi. Ils avaient un niveau exceptionnel. Très bien. Alors une fois que le diagnostiqueur est sur place, quels sont les outils qu'ils utilisent et quel est le logiciel que vous utilisez? Vous utilisez tous le même logiciel, d'après ce que j'ai compris, qui remonte des données dans une base de données nationale. Pas tout à fait. Non, c'est pas ça. La base, c'est ça. Donc, déjà pour mesurer les surfaces, les épaisseurs de murs, un laser mètre, un mètre ruban. Ça, c'est la base. Ensuite, un vitromètre. Alors là, j'ai pris que celui que j'utilise moi, qui est un vitromètre laser. D'accord. Ça, c'est un appareil pour mesurer l'épaisseur qu'il y a d'écartement entre les vitrages, qui fait principalement le pouvoir isolant d'une menuiserie. Et en même temps, donc, ça envoie un laser et on récupère 4 reflets. Et ça nous indique également si c'est un filtre infrarouge. Il y a un des traits qui est plus élevé, enfin plus fort ou moins fort. Alors Pascal Souchot, la dernière fois, nous a fait le test du briquet, justement. Il nous a expliqué en fait que si on voit un reflet dans les reflets, une flamme orange, c'est que c'est bon pour le double vitrage. Alors ça peut être orange. Alors en formation, les formations, on en parlera. Les formations, c'est 3 jours. Hein. DPE, pour faire un maison-appartement, 3 jours, ça suffit. L'État a fixé 3 jours, du coup tout le monde s'est calé sur 3 jours, et on n'a pas le temps de tout dire en 3 jours. Donc en fait, un vitre. Alors déjà, les reflets, ça peut être une couleur, rouge, vert, bleu, violet, rose. Ouais. Ça peut être aussi un trait qui est, une flamme qui est un peu plus terne que les autres, ou au contraire plus foncé. Donc voilà, tout ça, ça montre, ça reflète en fait un dépôt d'oxyde métallique qui est dans le vitrage, qui est invisible, mais selon la nature de l'oxyde, si c'est de l'argent, si c'est du, voilà, on aura des couleurs différentes. Avec ça, on a la même chose. Et voilà, quand on fait ça, moi j'ai mon briquet pour le gaz, mais je me sers plus du briquet. Quand je fais ça, je vois à la fois l'épaisseur du vitrage, de l'intercalaire, à la fois l'épaisseur du verre, si c'est un verre blindé ou pas, même si ça n'a pas d'intérêt pour le tourner vers la caméra, pour voir, voilà. Pour le DPE. Donc ça c'est l'outil de base en fait pour vérifier le type de fenêtre. Et puis si j'ai un filtre infrarouge, je le vois parce que mon reflet une des barres est différente. Très bien. Avec ça je vois tout, sauf l'argon. L'argon on ne voit pas, il y a de très rares moyens visuels de le voir, mais il y en a quand même. Après vous avez, si on reste dans l'appartement, le pied à coulisses. Alors ça permet, quand on a un petit trou dans le mur quelque part ou qu'on va démonter une prise pour voir l'épaisseur d'isolant, de pouvoir mesurer combien il y a de centimètres. Ou bien quand on a des sous-faces en lambris par exemple, on regarde s'il y a un nœud qui est parti, profiter du petit trou. Pour voir l'épaisseur de l'isolant. Voilà. Dans nos investigations, l'appartement qui a été entièrement rénové, qui est bien rénové, il n'y a pas une imperfection, c'est la galère parce qu'il n'y a pas de petit trou existant. Pour enlever une prise. Voilà. Et puis essayer de voir, après des fois dans les prises, maintenant ils mettent des prises étanches. Ah oui. Donc c'est comme ça, on ne va pas aller percer voilà. Donc voilà. Okay. Un appartement qui est un petit peu ancien, il y a eu déjà des tableaux de mie, des choses au mur. Voilà, par exemple ici, je devrais faire cet appartement, je vois qu'il y a un tableau là-bas, j'irai décrocher le tableau, j'enlève le piton, je me sers du trou du piton pour aller mesurer l'épaisseur. Avec ça, au moment où on rentre,
on se rend compte aussi si c'est du polystyrène ou de une laine minérale, quoi. D'accord. Voilà. Ensuite, des fois, on a le chauffe-eau. Le chauffe-eau nous demande de dire est-ce que c'est en catégorie B, C, 2 étoiles, 3 étoiles, ce qui se trouve sur la plaque signalétique, qui est la petite plaque en aluminium qui est sur les côtés ou dessous. Et des fois, le plombier a mis la plaque côté tout contre le mur, donc on la voit la plaque, mais on n'arrive pas à la lire. Et on ne sait pas si c'est un NFB, NFC, etc. Ce qui fait à chaque fois 4, 5, 6% d'écart de rendement, mais quand on cumule les 4, 5, 6%, s'il y en a 4 comme ça, 4 x 4, 16, on a 15 points d'écart avec la réalité, possible. Donc il y a un petit truc qui est tout bête, c'est ça là, c'est un fibroscope, donc c'est un truc à LED qui se branche sur un téléphone mobile, ça éclaire, et on peut aller voir par exemple une plaque signalétique qui est collée au mur, ou bien rentrer dans une chaudière qu'on n'arrive pas à démonter ou qu'on n'a pas envie de démonter, pour aller voir la plaque qui est souvent sur le côté ou sur le... Voilà. C'est un petit outil sympathique qui fait un petit peu gadget, mais c'est très pratique. Non, c'est pas. Ça fait moi, j'ai pensé en fait à un chirurgien quand j'ai vu ton outil. Voilà. Mais c'est des fibroscopes. Oui. Quand j'ai cherché celui-là, j'ai cherché fibroscope, je suis tombé sur des appareils comme ça à 3 000 €. Ouais, pour les chirurgiens, c'est pas tout à fait pareil. Voilà. Donc là, ça coûte combien celui-là? Ça doit pas coûter 3 000 €. Ça coûte 20 €. 20 €, bon, moyen. Après, donc il y a la partie chaufferie. Là, on est en chauffage collectif. Ouais. Imaginons que tu te renseignes et puis que le syndic te dise, le conseil syndical te dise, non, il y a une boîte à clés en bas avec un triangle. Et il faut avoir des clés, on appelle ça des clés tricoises. Oui, ça je vois. Alors ça, c'est pour ouvrir les gaines palières, parce qu'il y a des placards techniques sur les paliers. Et puis ça, c'est les triangles pour ouvrir les placards techniques, ou bien les boîtes à clés. À savoir qu'il y a différents diamètres, il faut avoir les deux, parce que des fois il y a du 11, des fois du 13. Donc voilà, ça c'est des outils à quelques euros, quelques dizaines d'euros. Et puis, un petit dernier, c'est le carnet de reçu quand le client règle pour lui donner. Ah, ça c'est cool ça, l'argent rentre. Très bien. Et le logiciel que vous utilisez, est-ce que vous utilisez tous le même logiciel? Alors non. En fait, il faut savoir que les logiciels aujourd'hui, depuis 2012, les logiciels sont validés. Jusqu'à 2012, il y avait des logiciels qui existaient. Moi, j'ai un logiciel qui s'appelle Win Diagnostic, qui est édité par une boîte qui s'appelle OBBC Développement, qui est le plus ancien logiciel de diag qui existe, enfin un des plus anciens en tout cas. Moi, quand je suis rentré en 2006, il était déjà existant. Il y en avait 2 ou 3 qui existaient. Aujourd'hui, il y a, je crois, 9 logiciels qui sont validés par l'État. 9 logiciels. Donc, et ils fonctionnent tous de la même façon? Alors non. Il y a un site qui s'appelle rt-bâtiment.fr qui parle de un petit peu de la partie thermique du bâtiment. C'est un site pseudo-gouvernemental, on va dire. Et dans la rubrique DPE, vous avez la liste des logiciels validés. D'accord. Dire pourquoi est-ce que ce logiciel est validé pour telle opération. Par exemple, aujourd'hui, il faut savoir qu'on fait des DPE de bâtiments neufs avec des logiciels qui ne sont pas validés. Mais aucun n'est validé. N'empêche que quand on a un DPE neuf, il faut le faire. L'ADEME nous donne un numéro, mais... ADEME, tu peux rappeler ADEME, c'est l'agence... c'est l'Agence nationale de la maîtrise de l'énergie. D'accord. Avec des antennes départementales et puis voilà, et puis il y a une antenne, il y a un siège. Et en fait, quand on fait un DPE, donc ces 9 éditeurs de logiciels sont tous différents. Aujourd'hui, en fait, il faut savoir que 80% de la population des diagnostiqueurs utilisent le même logiciel qui s'appelle Liciel. Liciel, oui, j'ai vu ce nom en fait dans ton groupe. Grosse part de marché. Ouais. Voilà. Mais bon, on a tous. Et tous ces 9 logiciels en fait font remonter les informations. Quand on saisit, on saisit ce qu'on relève sur place, toutes les données. Donc l'enveloppe, c'est-à-dire sol, mur, plafond, menuiserie, les systèmes, chauffage, régulation, ventilation, éclairage maintenant. On rentre tout ça dans un logiciel et au moment de faire donc on lance le calcul, on fait une recommandation, on y reviendra après. Et pour éditer le rapport qu'aura le client, l'ADEME, il y a un échange avec l'ADEME qui nous affecte un numéro d'identification unique. En même temps, il récupère toutes les données qui sont mises sur un fichier XML qui est disponible sur un site qui est le site de l'Observatoire du DPE. Tu mettras peut-être le lien si vous l'avez vérifié. Ça permet de vérifier que on vous donne un DPE. En haut à droite, il y a un identifiant unique à 13 caractères, dont une lettre à la fin. Et ça permet de vérifier si qu'est-ce qu'il y a dans le. Est-ce que le DPE que vous avez a bien un numéro qui est bien le sien. J'ai appris avec mon groupe, là, j'ai beaucoup de remontées d'informations chaque jour. J'ai appris par des confrères qu'ils ont trouvé des DPE qui ont piqué des numéros d'identification d'autres DPE. Donc pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'en fait ils ne sont pas certifiés. Donc j'espère que c'est pas une. Ça veut dire que la personne le particulier qui l'a commandé
il a payé pour rien parce que ces documents n'ont aucune valeur. Et en plus, le particulier risque 3 500 € d'amende Ah bah oui. parce qu'il a pris quelqu'un de non certifié. Ah ouais. Et puis ces données, en fait, c'est important parce que j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur l'outil Gorenov qui est fantastique, qui vous donne en fait une visualisation de tous les DPE techniques qui ont été réalisés. Ça permet en fait d'avoir une note globale bâtiment par bâtiment. Donc si les données sont faussées, cet outil. Il faut savoir que ces outils-là, celui qui vous donne un faux DPE, bien évidemment, ces saisis à lui ne sont pas remontés à l'ADEME puisque c'est un faux numéro. Ah d'accord. Il a été chercher un numéro existant qu'il a collé sur son rapport, mais son rapport. Mais il l'a pas fait remonter. D'accord. Voilà, très bien. Bon, moi c'est. Si on a un rapport qui dit 250 et que quand on met le numéro sur le site de l'ADEME, il dit 312, oui, effectivement. C'est que c'est pas le sien. Ou alors il y a eu des modifications entre temps et il n'y a pas eu de réenregistrement. Très bien. Ok, c'est très clair tout ça. Et donc toutes ces infos sont remontées à l'ADEME. Et aujourd'hui, il y a un gros travail sur le big data là. Et en fait, il y a des fichiers accessibles à tout le monde, des fichiers genre Excel, avec toutes les données de tous les DPE de France ou de chaque département. Sur la France, ça fait 1 gigaoctet quand même. Oui, bon, autant utiliser une interface graphique de type Gorenov, c'est quand même plus simple, non? C'est vrai que cet outil-là, ça permet de visualiser. Admettons qu'on n'a pas encore fait notre DPE, on a notre adresse, on va voir l'adresse 12 avenue de Verdun, Aix-les-Bains par exemple, et on voit qu'en moyenne, le bâtiment il est classé en F, et qu'il nous donne aussi également ancienne version, nouvelle version. Voilà. Avant on était en G, maintenant on est en F, ou l'inverse. Il n'y a pas forcément de. Et en même temps, on vous donne, voilà un DPE représentatif de ce bâtiment, et on vous donne une référence avec le numéro de. Et aussi, en fait, il peut vous donner en fait les marges d'amélioration. Il peut vous indiquer jusqu'où vous pouvez aller dans une belle note. Est-ce que vous pouvez aller jusqu'à ou pas. Voilà. Ça, je prendrais plus avec des pincettes, mais bon. Non, je dis ce qu'il y a sur l'outil. Et alors, juste pour finir en fait cette sélection du diagnostiqueur idéal, pour nous investisseurs c'est quand même important, et pour tous les propriétaires en fait, quitte à payer un diagnostiqueur, autant avoir une note qui reflète la réalité. Et Stéphane Souchot la dernière fois nous a dit qu'un mauvais diagnostiqueur va nous sortir des étiquettes basses pour pas s'embêter. Donc pour nous, c'est très important d'avoir un travail bien fait, et en plus ça nous permettra de faire des bons travaux de rénovation. Alors pour finir cette sélection, est-ce qu'on peut demander au diagnostiqueur comment est-ce qu'il a été formé? Alors, petite remarque d'abord, un mauvais diagnostiqueur fera un DPE non fiable, qui peut être soit surestimé, soit sous-estimé. Stéphane nous avait dit qu'en général il sous-estime. Oui, mais il y a aussi autre catégorie qui veut l'arranger le client. Ah, pour faire plaisir au client, donc on a de tout. Tout d'un coup, les murs se retrouvent. Donc il y a peut-être des dessous de table là. Les murs se retrouvent tous au sud. La surface a tendance un petit peu à s'agrandir un petit peu. Les VMC deviennent tout hygrométriques, étonnamment. Mais c'est grave parce que c'est opposable en fait. C'est quand même un document c'est grave. officiel. C'est grave pour celui qui fait ça. Bah oui. Et puis c'est grave pour le client qui peut être embêté parce que. La grosse différence. Pour le coup, le client, lui, il peut faire l'innocent en disant moi j'ai rien fait, c'est lui qui a fait tout le travail. En fait, le DPE a toujours été opposable pour nous-mêmes. C'est-à-dire que nous, on fait l'auteur du diagnostic du DPE a toujours été, pouvait être mis en cause directement, mais pas le vendeur. La nouveauté depuis l'an dernier, donc au-delà du changement d'algorithme, c'est que le vendeur lui-même, donc le donneur d'ordre, le client, peut être mis en cause pour des erreurs sur le DPE qu'il fournit. Donc il est responsable du diagnostiqueur qui l'embauche. Aussi. Très bien. Donc d'où l'intérêt de bien sélectionner. Voilà. Et donc, donc tout ça pour dire, le bon diagnostiqueur fait un diagnostic qui est fiable. Très bien. Si on met 15 cm ou 10 parce qu'on les a vus, c'est ça. Si on n'a pas vu qu'on met l'année, c'est l'année mais c'est fiable, c'est acquis sur quelque chose. Il peut y avoir des mauvais comme des bons. Des mauvais diagnostics peuvent être soit trop élevés, soit pas assez. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut demander la formation qu'a suivi le diagnostic ou ça se fait pas? Je dirais que ça se fait pas. Ça se fait pas. Moi, j'ai jamais eu de demande depuis 16 ans. Il n'y a pas d'intérêt. Aujourd'hui, les boîtes qui nous forment elles-mêmes sont certifiées. Moi, personnellement, je suis auditeur pour. Il y a 2 organismes en France qui certifient les boîtes qui nous forment. Donc qui valide que le contenu est juste et suffisant. Donc il faut juste demander les certifications du diagnostic. Donc moi je travaille à ce niveau-là. Toutes les boîtes aujourd'hui qui forment dans le diagnostic sont certifiées. On ne peut pas passer par une boîte non certifiée, sinon notre formation ne vaut rien. Et quand on passe l'examen de certification ou de recertification, on doit prouver qu'on a été formé par une boîte qui est dans la liste. D'accord, très bien. Ok, c'est clair. Donc Combien aujourd'hui vous êtes en France de diagnostiqueurs? Alors, il y a aussi une base de données accessible au public. Comme ça, 10 000. Voir. Moi, je dirais qu'il y a entre 8 et 10 000 inscrits sur la base de données ADEME. Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de
C'est un petit peu l'Eldorado, hein. Certains, tout à l'heure on parlait de prix là. J'ai vu récemment une vidéo où on disait 2 à 3 000 euros par mois. Du coup, il y a plein de gens qui croient. Ah oui, c'est un reportage sur Europe 1. Qui te donne envie de devenir directement diagnostiqueur. Ils prennent ça pour argent comptant, du coup ils entendent ça. Et puis moi j'avais plein de confrères qui sont venus dans le DIAC parce que ils ont entendu des. C'est vrai que vous n'aurez pas de problème de chômage dans les années qui viennent. Voilà, des salaires astronomiques. J'ai perdu le fil du coup là. Non, on parlait en fait du reportage d'Europe 1. Donc il y en a qui rentrent dans le métier parce qu'ils ont entendu des salaires mirobolants. Jusqu'à 3 000 euros par mois. Voilà. Et en fait, il n'y a pas forcément tant de besoin que ça. Ça dépend aussi, je pense, de la situation géographique. Voilà. Peut-être en région parisienne, je pense qu'il y a un gros besoin. Et donc, il y a des sessions de formation. Moi, j'ai des collègues formateurs. Ils me disent, 6 mois, 1 an après tel groupe, et sur un groupe de 12, il y en a 4 qui ont arrêté ou 6 qui ont arrêté. Il y a eu des époques de l'année où il y a eu des groupes entiers où personne, au bout d'1 an, tout le monde avait arrêté. Ils ont arrêté parce que ça leur plaisait pas ou parce qu'ils n'avaient pas de business? Soit ils n'ont pas trouvé, soit ils ont commencé et puis c'était trop dur, ou ils ont arrêté, ou ils ont été virés. Mais voilà, il y a sur les gens qui apparaissent sur l'annuaire des gens certifiés, il y en a, je pense, un bon millier qui sont en train d'arrêter, qui vont arrêter, qui sont pas actifs, on va dire. Bon, si simple que ça, ce métier. Hein. Donc, puis, c'est vrai qu'il faut que vous trouviez des clients, tout simplement. Faut qu'on vous avez en fait plusieurs palettes, hein. Vous êtes commercial, il faut que vous vous vendiez, il faut que vous fassiez connaître, et puis il faut que vous soyez de bons techniciens aussi. Ah ouais, celui. Et moi je pense que le bouche à oreille c'est ce qu'il y a de mieux. Moi personnellement je fais ça avec tous les fournisseurs avec lesquels je travaille, je les sélectionne par bouche à oreille. Bon, pour moi il me faut une recommandation. Moi je dirais que alors dans le métier de diagnostiqueur en général c'est 80% des clients qui nous viennent par prescription, oui. Par les notaires, les agents immobiliers. Et puis 20% en direct. Moi personnellement j'ai 70% en direct. De par recommandation de la famille, le voisin, la famille, les amis. Et puis là maintenant vous êtes une star avec toute la vidéo là, qui va circuler sur toi. Et très bien. Alors moi c'est pas très clair pour moi en fait la distinction entre le thermicien et le diagnostiqueur énergétique. Est-ce qu'il n'y a pas une redondance en fait dans ces deux métiers? Toi, je sais que tu as été à un moment donné thermicien. Tu peux nous dire en fait si avant de faire des rénovations énergétiques d'un logement, est-ce qu'il faut faire appel à un thermicien ou ça fait doublon avec le travail que vous faites? Alors je dirais le thermicien en général, on garde ce terme pour les gens qui ont fait des études, un certain nombre d'études. Moi j'ai fait un IUT et après j'ai fait une spécialisation au CNAM à Paris. Donc j'ai fait 3 ans d'études en thermique, où c'était que de la thermique tous les jours, quoi. Aujourd'hui, un technicien qui se forme au DPE, le DPE classique maison-appartement, c'est 3 jours de formation. Par contre, pendant 3 jours, il voit de la thermique, quoi. C'est-à-dire qu'un diagnostiqueur aujourd'hui est censé comprendre, connaître, savoir expliquer les bases de la thermique, conduction, convection, rayonnement, les températures résultantes, certains phénomènes de migration de vapeur d'eau dans les murs. Ça a beau être des choses techniques, on voit toutes ces choses dont on a besoin. Donc normalement, un technicien DPE bien formé est à même de répondre aux questionnements d'un particulier. Très bien. Après, il faut savoir qu'en France, on est le pays des lois. Hein. En chinois, pour dire le mot France, c'est le pays, c'est les idéogrammes, donc le pays, et dessous il y a la loi. Le symbole pays, le pays sur la loi. Donc on est le pays des lois. Et quand aujourd'hui un particulier veut faire alors on va dire l'année prochaine, mois de juillet, l'audit énergétique sera obligatoire. Un particulier qui a un DPE qui était en G a fait intervenir un technicien DPE peut-être un petit peu qui s'y connaît un peu en thermique. Il va devoir faire intervenir le même ou un autre technicien pour faire l'audit énergétique. Et quand il va vendre son appartement et que l'acheteur voudra avoir des travaux et des aides, il va faire un autre audit différent. Et celui-là en général fait par des thermiciens pour avoir le droit aux aides à la rénovation. Donc le dernier est un peu plus poussé. En général, il y a des simulations dynamiques, c'est-à-dire que chaque heure de la journée, on peut savoir dans l'année quelle température il fera dans l'appartement. Donc voilà, les thermiciens sont plus des gens d'études en général, mais un diagnostiqueur DPE correctement formé est censé savoir les bases pour expliquer en tout cas à son client qui est le vendeur tout ce qu'il a besoin de savoir. D'accord, moi c'est clair. Donc il n'y a pas besoin pour un vendeur, toi par exemple si tu veux rénover l'appartement, si ton technicien est suffisamment compétent, DPE, il a toutes les réponses à t'apporter. Voilà. C'est clair, ok. Donc là on a parlé en fait des DPE au niveau du logement. Est-ce qu'on peut parler du DPE collectif au niveau du bâtiment?
Est-ce que c'est utile aujourd'hui de demander à son syndic de faire appel à un diagnostic collectif de l'immeuble, pour notamment en fait faire des isolations par l'extérieur, ou isoler les toits par exemple, ou refaire une chaudière? Qu'est-ce que tu en penses? Alors il peut y avoir un intérêt. Alors il faut savoir que, encore une fois, on est en France, on a vu qu'il y avait plusieurs audits juste avant. Il y a aussi plusieurs DPE collectifs. Oui. Il y avait un DPE collectif qui était obligatoire, je dis était parce que tout le monde ne le sait pas, mais il a été supprimé. Il y avait une obligation pour les DPE, certains immeubles de moins de 50 lots, de faire quand ils étaient en chauffage collectif, de faire un DPE de l'immeuble collectif. Il y a un DPE à l'immeuble qui est inclus dans les DTG. DTG, c'est le diagnostic technique global, qui est un check-up technique qu'on fait quand on met en copropriété un bâtiment. Donc là, il doit intégrer ce DPE. Mais ça, c'est un diagnostic qu'on fait au tout début. Voilà, quand on met en copro l'immeuble. Ouais. Non, mais je dirais, un immeuble qui a plus que 10 ans aujourd'hui, bon, celui-là, il appartiendrait à une seule famille qui a tout l'immeuble. Et puis ils veulent vendre des lots, ils divisent, ils mettent en copropriété. Il y a un diagnostic technique spécifique. Mais pour les copropriétés qui ont plus de 50 ans, 60 ans, et puis, ce diagnostic n'existe pas, je suppose. Si, c'est uniquement sur les mises en copro. Et puis les immeubles aussi anciens, la réalisation de ce diagnostic doit être mise au bout du jour. Parce que ce diagnostic comprend justement un DPE qui est censé, on va dire, sensibiliser l'ensemble des occupants sur la dépense énergétique. Et aussi une estimation des travaux à faire dans les 10 ans. Donc c'est ce qui va s'imposer dans quelques mois, le plan pluriannuel de travaux, le PPT, où chaque copro devra faire un PPT pour savoir où est-ce qu'on va, quels sont les travaux qui D'accord. Alors donc si je résume en fait, c'est pour voir si j'ai bien compris. Donc le DPE collectif pour l'instant il n'est pas obligatoire, mais il va l'être. Alors il l'était, il ne l'est plus, et il le sera bientôt. À quelle échéance est-ce qu'il va être obligatoire? Je crois que c'est 2024. D'accord. 1er janvier 2024, où en fait tous les bâtiments d'avant 2013, chauffage collectif ou pas, devront avoir leur propre DPE. Alors, il y a une histoire du nombre de lots, je crois que c'est plus de 50 lots, plus de 200 lots, je ne me souviens plus exactement. Et en gros, entre 2024 et 2026, tous les bâtiments seront assujettis à cette nouvelle obligation. Et puis il y a aussi le DPE de l'immeuble volontaire, que par exemple un syndicat des copropriétaires comme celui de ce bâtiment pourrait décider de faire parce qu'ils envisagent de faire une rénovation globale par l'extérieur, éventuellement changer la chaudière, et que si jamais vous sollicitez des aides, il faut déjà savoir où est-ce qu'on va, parce qu'il y a l'audit qui va permettre de valider les aides, mais n'empêche que c'est l'étiquette du DPE qui souvent sert pour vérifier les gains qu'on a obtenus. D'accord. Autre avantage. Oui, parce que si on fait appel à des subventions, il faut en fait justifier qu'on a fait en fait un gap positif en termes d'étiquette de DPE. Ouais. Et autre intérêt, si là l'immeuble est en chauffage collectif, je vois qu'il n'y a pas de répartiteur d'énergie, pas de compteur d'énergie, ça veut dire que le bâtiment il est homogène. Si toutes les fenêtres sont les mêmes, c'est facile pour un diagnostiqueur de visiter. Alors il y a des règles d'échantillonnage, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on va visiter par exemple, c'est minimum 10%, minimum 1 en bas, 1 intermédiaire, 1 en haut, 1 de chaque type. Donc si c'est tous des F2, un immeuble fait 7 étages, tous des F2 superposés, je fais celui du bas, celui un du milieu, celui du haut, j'en ai fait 3, je multiplie par le nombre d'étages. Souvent c'est pas le cas. Hein. Voilà. Mais si c'est le cas, je peux faire comme ça, je multiplie par le nombre d'étages. C'est clair. Et puis je fais un DPE de l'immeuble, et de là je peux extraire les DPE de chaque lot, sans forcément les avoir visités. Mais c'est dans certains cas où il y a une certaine homogénéité. Donc l'intérêt, c'est un petit intérêt financier parce que je peux faire un seul DPE sur la base de 3 visites et derrière sortir le DPE de l'immeuble plus le DPE de chacun des lots. Voilà, ça c'est pratique, c'est cool. Ok. Et celui-là, il est libre, dire, on le fait si on a envie, c'est pas dans un cadre obligatoire. Ouais, je comprends, ok, c'est clair, super. Est-ce que tu pourrais nous dire en fait quelles sont les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on procède à des travaux de rénovation sur la base d'un nouveau DPE énergétique qu'on vient d'avoir? Est-ce que tu as déjà vu des rénovations qui ont mal été faites ou je sais pas, Alors oui, déjà par exemple aujourd'hui, c'est clair que rénover sans isoler, c'est pas le bon choix. C'est clair. Ah. Et mais moi j'irais plus loin, je dirais mal isoler un bâtiment ancien, ça peut être embêtant d'ici 15 ans. Alors, si on le fait mal, le mur ne respire pas, ça amène des champignons, de la moisissure, donc il faut être très prudent. C'est ça. Alors en fait, comme on en parlait tout à l'heure, en hiver, notamment en hiver, on a un air ambiant qui est à 20 degrés, qui est en moyenne à 50% d'humidité.
À 50% par exemple, je dis un exemple, je n'ai pas les chiffres en tête, mais il a, admettons, 13 grammes de vapeur d'eau par litre. Et dehors, il fait -2, et l'air est presque saturé, on a 90% d'humidité, mais ces 90 pour -2, ça va correspondre peut-être à 3 grammes par mètre cube. Et donc il y a toujours un flux en hiver sortant d'humidité qui va dedans vers le dehors. Tu comprends bien que si jamais le flux part et traverse la première couche, et puis qu'il a une couche qui est plus résistante que la première derrière, et ben une partie va traverser et l'autre va s'arrêter. Et donc quand on isole par l'intérieur, l'idée, et là je donnerai après un site internet qui permet de voir ça pour n'importe quel particulier, il s'appelle ubacus.com, UBAKUS. Je mettrai dans les commentaires toutes ces informations. On compose son mur en millefeuille, on dit voilà j'ai un placo classique, j'ai de la laine de verre, j'ai un mur en parpaing ou bien un mur en terre, ceux qui sont dans des régions comme vers Grenoble où il y a du pisé par exemple, en terre tassée là, terre argileuse, et puis dehors j'ai un enduit ou pas. Et donc je compose mon mur comme ça, et l'idée c'est d'être toujours du plus étanche à la vapeur d'eau vers le moins étanche. Il ne faut pas qu'il y ait un endroit où j'ai une couche qui va être moins perméable que la première, sinon il y aura forcément une partie du flux qui va s'arrêter. Et puis après il y a aussi une notion de point de congélation. Si j'isole par l'intérieur avec des matériaux respirants, donc avec une première couche un petit peu étanche mais qui laisse quand même respirer, et puis que le flux il traverse le pisé, et puis qu'à un moment donné le pisé il est à 0 degré, et ben le vapeur d'eau qui va passer là, elle va geler, elle va pousser donc du coup en gelant la masse volumique le volume massique de l'eau augmente un petit peu, donc du coup la bulle elle écarte la terre, et au fur et à mesure des années il peut y avoir une fragilisation des matériaux notamment anciens respirants. D'accord. Ok. Alors pour te dire dans nos zones, c'est quand même compliqué. Voilà, moi j'habite en Savoie, ouais. On est en zone climatique H1. En dessus de 800 mètres, dans les textes, il y a une étude normalement hygrothermique obligatoire, qui ne se fait pas, mais dans les textes c'est comme ça, où on devrait chaque fois qu'on isole utiliser ce genre d'outils pour voir qu'est-ce qu'on met et est-ce qu'on risque de créer un désordre. Le problème que tu as évoqué, c'est que en fait, comme c'est à l'intérieur de la cloison, on ne le verra pas tout de suite. Non, on le verra dans 10, 15, 20 ans. Ouais. Ou 2, 3, mais voilà, selon où se situe le désordre. Moi j'ai déjà vu, par exemple, dans des maisons où en fait j'avais voulu voir un petit peu derrière un lambris, des mauvais choix d'isolation, et où c'était tout moisi, noir, de moisissure derrière un lambris. C'est pas bon pour la santé, hein. Parce que voilà. Respirer ça. Ouais. Et les gens n'ont pas conscience parce que c'est dans le mur, donc ça se voit pas. Les moisissures, ça transpire quand même aussi, mais. Ok. Alors, quelles sont les erreurs à pas commettre? Voilà. Donc, on a parlé de l'isolation, donc faire ça proprement, en réfléchissant un petit peu. On vous en rappelle à des professionnels. Voilà. Après, je vois que là, par exemple, des fenêtres PVC, moi j'ai des amis, par exemple, qui avaient une maison et qui rénovaient petit à petit. Un jour, ils viennent manger chez nous et me disent on a des soucis incroyables, on a de la moisissure qui pousse chez nous, mais c'est de la folie douce. Dans notre chambre, on a repeint X fois le plafond avec des peintures fongicides. On a même de la moisissure qui pousse sur les vêtements. Au bout de 3 jours, si on n'aère pas. C'est fou ça. Et je lui dis t'as changé tes fenêtres? Il me dit oui. Et du coup, il y a moins d'aération. Et je lui dis t'as des réglettes en haut comme chez toi? Il me dit c'est quoi les réglettes? Et je dis bah c'est ça, regarde. Je regarde les miennes chez moi. Je dis bah non, j'ai pas ça. Je dis bah voilà, c'est ça. Tu avais avant une maison ancienne qui respirait. Il y avait des imperfections par les joints, donc l'air passait par là. Voilà, il y avait un flux d'air. De par les concentrations en humidité, en tout un tas de choses, l'air faisait des va-et-vient entre le dehors et le dedans. Et là, tu as rendu étanche ta maison en mettant des fenêtres en PVC avec des joints bien étanches, comme l'humain aime bien tout contrôler. Tu as oublié de mettre les réglettes d'entrée d'air, et du coup, tu n'as plus d'air. Donc, du coup, il a fait en fait une petite bouche d'aération voilà. Des fenêtres. En fait toutes ces menuiseries sur PVC sont prévues pour avoir des réglettes. Donc, en fait, il suffit de percer au bon endroit, faire des trous au fur et à mesure, comme ça, mettre des petites réglettes comme ici. Et en fait, ensuite, naturellement, le flux passe par là. Le flux passe par là, ouais. Et voilà, donc... Ici, on n'a pas, du coup, faire une petite bouche d'aération au-dessus des fenêtres pour remplacer les réglettes qui sont inexistantes. Voilà, j'ai eu le problème dans un de mes studios. Il met de la moisissure partout. Donc, voilà. Et puis alors après, c'est clair que ça ne suffira pas, hein, l'air va pas... Le principe de la ventilation, c'est j'extrais dans les pièces humides, dites à pollution spécifique, cuisine, salle de bain, WC. Donc là, on peut avoir des BMC en fait mécaniques. Donc là, on a les bouches qui extraient, et l'air vient par les réglettes d'entrée d'air, il passe dans la pièce de vie où on est en général, et il s'évacue dans les pièces où il y a les odeurs. Donc ça, il évacue les odeurs et non pas l'inverse, sinon si on avait mis les bouches d'extraction dans le salon et puis l'entrée d'air au WC... Ouais, c'est pas très intelligent. Très bien. Bon,
Donc voilà. Après, dans les écueils à éviter, attention au discours un peu magique. Là, cette semaine sur mon groupe Facebook, quelqu'un me montrait une image de radiateur électrique à résonance. Un radiateur électrique à résonance, c'est quoi? Voilà, je sais pas, je pense que ça n'existe pas. Un mot chic. Ça fait bien, ça fait un peu mystique. Qui soi-disant consommait 3 fois moins que le radiateur classique, c'est-à-dire que là où il y a besoin de 1000 watts, il y a plus que 300 watts, et qui consommait 30% de moins qu'une pompe à chaleur. Donc ça c'est totalement impossible. Le principe quand on fait passer un flux électrique dans un radiateur, c'est l'effet Joule. Les électrons se frottent dans le métal qui est conducteur, et en frottant ça crée de la chaleur. C'est toujours pareil, quel que soit entre un vieux émetteur, un vieux grille-pain, vulgairement ce qu'on appelle, et puis un radiateur aujourd'hui à panneau rayonnant, il doit y avoir maximum 6% d'écart de rendement. Et le problème, c'est que les gens souvent, soit donc ils se font avoir avec ce genre d'appareils qui sont des arnaques, quoi. Soit ils achètent des chauffages à accumulation. L'accumulation c'est bien joli, le principe c'est j'accumule en heure creuse et après je relargue en heure pleine. Ce qui veut dire que économiquement c'est intéressant si on a double tarif, s'il marche vraiment en heure creuse et qu'il relargue en heure pleine. Par contre en termes de kilowattheure, ce qui est le classement de notre DPE qui calcule le nombre de kilowattheures consommés, il va plus en consommer puisqu'il va devoir surconsommer quand il doit chauffer déjà à 20 pour maintenir l'ambiance. Il va accumuler encore de l'énergie, donc l'énergie elle est en plus de ce qui sert à chauffer pour relarguer en heure creuse. D'accord. Donc les chauffages à accumulation, attention, ça dégrade de 2-3% la note. Et après dans les chauffages, tous les chauffages récents que vous pouvez acheter ne se valent pas. Ce qu'il faut regarder c'est sur la plaque signalétique, donc toujours la petite plaque en aluminium. Actuellement, donc on est après 2014, il faut qu'il soit classé NF Performance, donc norme française, catégorie 2 étoiles ou 3 étoiles. D'accord. Le 3 étant le meilleur. Et le top, le NEC le plus ultra, c'est avec un petit détecteur de présence. C'est un petit toyeton en plastique transparent qu'on voit sur en général le côté droit de l'appareil vers la régulation. Et encore mieux avec la platine de programmation de chaque émetteur. C'est-à-dire chaque radiateur électrique ou panneau rayonnant, il a sa propre régulation qui permet de dire dans la chambre tu chauffes le matin à 7h quand je me lève, tu t'arrêtes à 7h30, puis après tu ne chauffes pas de la journée, tu te remets en route le soir. Voilà, quand on peut programmer. Et tu baisses un peu le chauffage en fait quand tu dors. Ouais, c'est bien ça. Je pense que c'est l'avenir. Donc en gros, entre un vieil émetteur et puis le NEC le plus ultra, on peut avoir jusqu'à 13% de gain en prenant du NF Performance de 3 étoiles avec détection de présence, avec programmation intégrée. Très bien, super. Mais évitons l'accumulation, on perd des points. Et les discours un petit peu trop magiques de je consomme 3 fois moins, c'est. Ouais, très bien. Est-ce que tu penses que les règles actuelles qui vous sont imposées vont évoluer dans les prochaines années, notamment est-ce qu'on va faire une distinction des DPE pour les bâtiments anciens, des DPE pour les bâtiments modernes? Alors non, ça c'était avant. C'est-à-dire qu'il y a eu ça jusqu'à l'an dernier. Jusqu'à présent, en fait au tout début quand ils ont créé leur formule de calcul, en gros tout ça vient de protocole de Kyoto et Rio, tout ça, donc en gros réchauffement climatique. La planète fait comprendre à chaque entité qu'il faut faire quelque chose. L'Europe impose aux pays membres de mettre en place quelque chose donc pour 2006 de mémoire. L'État s'y est soumis en inventant le DPE. Il a fallu donc inventer des formules de calcul pour faire un bilan thermique simplifié. C'est un petit peu ce qu'on fait à travers le DPE. Et ils se sont rendus compte quand ils ont voulu affecter ça à des bâtiments, ils ont fait des contrôles avec des maisons neuves, des maisons plus anciennes, que quand on était sur de l'ancien, il y avait un gros écart. C'est-à-dire la méthode, elle donnait une note pire que la réalité. Ouais. Donc au début, alors il y a eu plein d'époques, ça change beaucoup, on a bien légiféré en France. Donc il y a eu une époque où en fait on nous disait au tout début, vous travaillez sur les bâtiments anciens sur facture, c'est-à-dire vous prenez les factures, vous décrivez comment sont les murs, tout ça, mais il n'y a pas besoin de faire de calcul, de surface ou autre. Vous divisez par les mètres carrés habitables et vous avez votre ratio. Ou alors, vous appliquez la méthode sur calcul, qui est bien plus longue. C'est celle qu'on fait aujourd'hui. Après, il y a une époque où on a dit, non, finalement, les bâtiments anciens, vous arrêtez la méthode sur calcul, on veut que du surfacture. C'est ce qu'il y avait jusqu'à l'an dernier. Et l'an dernier, on a dit, non, maintenant, on a revu les méthodes de calcul, on a pris en compte l'inertie des murs, ce qui n'était pas pris en compte dans l'ancien DPE, puisque l'inertie, ça joue quand même pas mal. Et du coup, maintenant, on n'a plus que des méthodes sur calcul.
Donc il n'y a plus qu'une méthode faite pour tous les bâtiments existants. D'accord. Et pour toi, c'est la bonne méthode, elle ne risque pas d'évoluer dans les années à venir? Alors si, parce que elle a été créée, donc il y a un arrêté du 31 mars 2021. Ouais. Il y a eu une levée de bouclier parce qu'on s'est rendu compte en quelques mois que le nombre de passoires thermiques avait explosé. Ah bah. Du coup, ils ont fait une petite retouche en octobre 2000. Donc dans les textes, il y a eu un arrêté modificatif le 8-10-2021 qui est celui qui sert, Quelques mois après, du coup, ils ont été réactifs là pour le coup. qui sert aujourd'hui de référence. Là aujourd'hui, moi je participe à des réunions avec la DHUP. On est en train de. La DHUP, c'est quoi? Direction de l'habitat. Direction de l'habitat, enfin, c'est tout ce qui concerne le logement. J'ai pas la définition. Bon, c'est quelque chose d'étatique, c'est un ministère. C'est un ministère. Ouais. Et du coup, ils sont en train de revoir certains points parce que voilà, il y a eu un article sur C'est que choisir récemment avec des gros écarts entre différents diagnostiqueurs. Une partie de ces écarts est due au diagnostiqueur lui-même, une partie est due aux zones d'ombre des textes. Par exemple, aujourd'hui, on a une maison avec un sous-sol. Et il y a des fois, l'accès au sous-sol, c'est juste une trémie, un escalier. Le sous-sol est en partie habité, alors on ne peut pas le compter. Par contre, comment on modélise dans notre DPE le trou qu'il y a entre l'escalier, entre le rez et puis le sous-sol, on ne sait pas faire. Il n'y a pas. Nous, si on crée une dalle, il y a une dalle, mais on ne peut pas lui dire ça communique directement. Ouais, je comprends. C'est un exemple, mais il y a plein de zones d'ombre comme ça où on ne sait pas comment faire. Donc on doit prendre un choix, on essaye de justifier le choix en commentaire. Mais c'est ce qui peut faire aussi que ça amène des écarts entre le choix A et le choix B. Je comprends, ok. Et donc ça c'est l'actuel DPE. Il y a eu des choix qui moi ne me semblent pas pertinents. Par exemple, on est passé d'un choix de température hivernale extérieure départementale à un choix régional. Par exemple sur Paris. Paris est plus chaud que les autres départements parce qu'il y a toutes les infrastructures routières, les métros. Et puis c'est dans une cuvette. Voilà, les réseaux de chaleur qui passent sous la ville. Et globalement plus chaud de peut-être 1, 2, 3 degrés que les départements limitrophes. Sauf que dans le nouveau DPE, on a globalisé tout ça et on a fait une moyenne. Donc Paris, de mémoire, il devait avoir une température extérieure qui faisait que quand on calcule les déperditions, on perdait quasiment 15%. Donc ça veut dire que mécaniquement, quasiment tous les DPE devraient être dégradés, donc augmenter en ratio de consommation de 15 points. Et puis les départements au contraire qui étaient plus froids, eux ils vont remonter parce que la moyenne, ce sera la moyenne de ces. Donc il y a plein de choses comme ça. Peut-être qu'on y reviendra quand ils vont revoir les textes peut-être. Voilà. Donc en tout cas on est un métier où les textes il y en a toutes les années, quasiment dans chaque domaine. Ça va pas changer. Vous n'allez pas chômer, ça va effectivement un peu évoluer. Mais c'est normal. Parce que là, on va capitaliser sur votre expérience. Alors c'est normal, oui et non. C'est-à-dire qu'on en parlait hier avec un confrère qui est un organisme de formation. Ça aurait été peut-être mieux de prendre plus de temps pour l'État, de légiférer comme il faut, de faire travailler un bureau d'études pour inventer des formules de calcul ou en trouver, mais de prendre le temps de le faire bien dès le début. Parce que moi j'ai l'impression que ça s'est fait un peu dans la précipitation. C'est un peu ce que je reproche. Et je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de communication. Que moi, je communique beaucoup aujourd'hui dessus parce que les syndics sont perdus. En fait, on est tous perdus parce que ça s'est fait un peu vite, je trouve. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Alors, oui, ça s'est fait. Alors, c'est toujours. Pourtant, il y a eu un gros effort il y a eu une grosse ouverture donc du pouvoir législateur parce que dans le passé, en 2006, il n'y avait aucune concertation. L'État faisait un texte et puis basta. Moi j'ai participé aux 2 plans de fiabilisation, celui-là où je suis monté 2-3 fois au ministère de l'écologie à Paris, et puis déjà j'étais monté en 2013. Donc depuis 2013 il y avait déjà une ouverture sur n'importe quel diagnostiqueur pouvait monter. Bon, ça nous coûte parce que moi c'était du bénévolat, je veux dire. Pendant que je montais là-haut, j'étais pas sur le terrain, je travaillais pas. Par contre j'avais des problèmes à faire remonter et je tenais à ce que ce soit apporté ma pierre à l'édifice. Donc voilà, ça c'est très bien. Aujourd'hui il y a des réunions. Là, j'ai récemment été intégré parce qu'on m'a invité, un organisme de formation m'a fait intégrer un groupe de travail auprès de la DHUP. On est 2 ou 3 indépendants. Après, tout le reste, c'est des organismes de formation, des gros nationaux ou bien des organismes de certification. Mais c'est bien qu'on puisse accéder à ça. Donc voilà, ça aurait été bien de faire ça dès le début. Et peut-être plutôt que
de mettre tout de suite, de vouloir faire les choses un peu trop vite, voilà, la précipitation est rarement... Jamais. Certains marchands de biens considèrent que cette mise aux normes énergétiques est une réelle opportunité pour faire rapidement une petite plus-value. Qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce qu'il y a des mises en garde à adresser aux marchands de biens qui souhaitent faire des opérations de rénovation? Alors moi perso je trouve que c'est très bien, parce que il y a des gens qui se plaignent qu'ils n'y arrivent pas à vendre, donc si des marchands de biens veulent acheter du G ou du F et puis les rénover, c'est très bien. Voilà, si eux ils ont les finances pour le faire, ça évite que le logement reste dans son jus parce que le propriétaire ne peut pas faire les travaux. Ouais. Alors il y a une réelle opportunité pour ce genre de travaux. D'autant plus que quelquefois, tout à l'heure on parlait des mauvais DPE qui pouvaient être surclassés ou sous-classés. Il y a sûrement plein de logements qui sont vendus comme étant du F ou du G qui en fait ne le sont pas, parce que ce sont les valeurs par défaut. Encore une fois, dans l'annexe technique, qui est à partir de la page 7 ou 8 du DPE, c'est toutes les données qu'on a rentrées dans le logiciel avec l'origine de la donnée. Est-ce que la donnée a été observée ou mesurée? Est-ce qu'elle a été fournie par un document? Et troisième solution, est-ce que c'est une valeur par défaut? Pour évaluer la pertinence d'un DPE, quand vous prenez votre DPE et qu'à la fin vous avez plein de lignes, c'est marqué valeur par défaut, vous pouvez vous dire la classe elle est approximative, quoi. Et donc on peut très bien aujourd'hui, quelqu'un passe, fait tout par défaut, on est en G. Juste que je comprenne bien, en fait, dans le diagnostic qu'on nous remet, des fois il y a des valeurs par défaut. Tout à fait. Si on là on se méfie. Si on n'a pas accès à la valeur, si on ne peut pas relever sur place une valeur pour X raisons, heureusement qu'on a ces valeurs par défaut, sinon on serait bloqué, on pourrait pas faire de DPE. C'est vraiment nivelé par le bas, donc il faut être méfiant. Disons que c'est voilà, si aujourd'hui je visite ici, j'ai pas accès à la chaufferie, même s'il y a une chaudière à condensation que je connais pas, et que la tuyauterie est isolée, je vais dire, le texte m'impose de choisir une chaudière standard avec tuyauterie non isolée. En gros, ma déperdition de l'appartement, la partie chauffage, peut être multipliée par 2,5. D'accord, très bien. Bon, c'est très de mémoire. Okay. Donc ça veut dire 250 en fait, alors on serait en vrai à 100 si on avait la vraie valeur. Donc je pense en fait, si on a un DPE avec des valeurs par défaut, ça vaut quand même le coup de refaire appel à un nouveau diagnostiqueur pour qu'il retravaille sur ce DPE, pour avoir une vision un peu plus claire. La question c'est pourquoi le premier est la valeur par défaut. Le diagnostiqueur n'était peut-être pas bon. Non, mais je dis par exemple, imaginons, il demande l'accès, il n'a pas l'accès. Ouais. Moi si je viens aujourd'hui ici et j'ai beau vouloir faire mon travail comme il faut, j'espère, j'ai pas d'accès à la chaufferie, et si je mets la valeur par défaut, le DPE il sera x2, x3 par rapport à la réalité. D'accord. Donc comment est-ce que si moi je suis le propriétaire, est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait pour donner l'information? Est-ce que j'ai les factures, je les ai données? Très souvent on dit aux clients, voilà, au plus j'ai d'informations, au meilleur travaux de DPE. Au meilleur, c'est-à-dire le plus fiable possible. J'ai encore vu sur mon groupe, là sur un des deux groupes que j'ai, une consoeur qui intervient, qui fait un DPE, le bâtiment est en F ou en G, enfin le logement, et puis du coup le propriétaire rappelle à qui elle avait demandé les factures, qui n'avait rien donné du tout, et il n'est pas content, et elle lui redit qu'il faut comme elle n'a pas d'infos, et là comme par hasard il lui donne des factures. Il y a des choses qu'on peut voir, par exemple, le cas de l'argon dans les vitrages. Si j'ai pas d'informations sur l'année du vitrage dans un double vitrage, valeur par défaut, si j'ai pas d'informations sur l'année, il n'y a pas d'argon, c'est de l'air. Il n'y a pas un numéro de série en fait sur les... Il peut y avoir. Il peut y avoir quand on a la chance d'avoir des vitrages faits par Saint-Gobain par exemple. D'accord, mais c'est pas tous les vitrages. Non, c'est ceux de Saint-Gobain. D'accord. Les récents de Saint-Gobain, il y a un marquage qui s'appelle Naviglace, c'est un code à 12 ou 13 caractères. On va sur le site naviglace.com, et là on rentre le code et on nous dit tac 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 tac, voilà, le verre il est comme ça, il y a de l'argon, il n'y a pas de l'argon, il a tel coefficient, et donc on peut forcer les valeurs. Donc ça c'est... Alors c'est pareil, quand on parlait tout à l'heure du prix, quand les prix sont tirés par le bas, le confrère il fait tout par défaut. Parce que il faut qu'il aille vite. Quand on confie la rénovation à un entrepreneur, en fait, si on n'est pas vigilant et si on ne fait pas attention, si on confie tout, il va prendre en fait les pires matériaux, les moins chers. Voilà, comme le carrelage, d'où l'intérêt de vraiment piloter les entrepreneurs avec lesquels on travaille. Et puis de demander des détails. Et de demander des détails. Et puis je pense qu'il vaut mieux faire un cahier des charges, tout simplement. Par exemple, alors il y a beaucoup de confrères qui disent par rapport au vitromètre, par exemple, dis-moi les vitrages, je connais, je vois à l'œil nu si c'est du 16 ou du 14. À l'œil nu. À l'œil nu. Moi aussi je le fais. Tous les jours, j'arrive dans un bien,
je regarde le vitrage, je dis ça c'est du 16, ça c'est du 14, et après je vérifie avec mon vitromètre pour vérifier si j'ai l'œil ou pas. N'empêche qu'il y a eu des fois où j'avais 2 ou 4 mm d'écart, ça va pas jouer grand chose, mais n'empêche que, voilà, encore une fois, 5% par là, si vous êtes à 421, vous êtes en G, la limite est à 420, même voilà, 1 sur 400, 0,05%, ça vous fait basculer de classe. Oui, c'est bien, ça vaut donc le coup, tous ces petits détails, c'est des détails, mais quand le résultat final il est en limite de classe, on les additionne, ça peut faire une petite différence. Ouais. Donc l'idée c'est d'avoir le matériel qu'il faut pour faire son job comme il faut, de prendre le temps qu'il faut pour le faire. Au plus on prend de temps, il n'y a pas de mystère, au mieux, voilà. On parlait du démontage des prises. Moi je démonte les prises. Alors il y a 2 écoles, il y a ceux qui démontent les prises, ceux qui ne veulent pas les démonter. Encore une fois, c'est un pis-aller, c'est-à-dire c'est quand j'ai pas pu trouver autrement. Là j'aurais enlevé le tableau, c'était plus rapide pour moi et moins risqué de démonter le tableau et puis d'aller voir derrière. S'il n'y a pas de tableau, voilà, le bâtiment a été refait, je démonte une prise et puis je coupe le courant avant bien sûr. Et je vois on va dire dans 3 cas sur 10 l'épaisseur d'isolant. Ok, super. Écoute, merci Pascal pour toutes tes informations. Voilà. Je pense qu'on a balayé pas mal de sujets. Pour terminer, tu es quelqu'un de très occupé. Est-ce que tu as des nouveaux projets malgré tout? J'ai 2 projets. Je te parlerai d'un seul qui est celui qui est le plus proche. Là, je suis en train justement, suite à mon groupe et puis à tous les problèmes que je vois remonter par tous ceux qui posent des questions sur le groupe des agents immobiliers, des investisseurs, des particuliers. Je suis en train de monter un réseau, j'ai déjà environ 75 personnes sur toute la France, donc maillé 75% des départements. Donc 75 diagnostiqueurs. Voilà, ouais. Confrères. J'avais posé un questionnaire en disant voilà, si vous maîtrisez j'avais posé des questions très pointues, très techniques. Et je dis voilà, si vous maîtrisez ça, vous m'intéressez, appelez-moi en privé. Contactez-moi. Et donc l'idée c'est de donner un complément de formation à ces gens qui sont déjà compétents, déjà formés, certifiés, en général qui travaillent depuis un certain temps, d'apporter moi mon expertise. Il faut savoir que voilà, moi je suis thermicien à la base, je fais ça depuis le tout début. Aujourd'hui les quatre textes de base qui concernent le DPE, qui fixent les coefficients, tout ça, c'est déjà 300 pages, que ceux de base. Sachant qu'il y en a des dizaines autour qui gravitent sur les aides, sur tout un tas de trucs. Moi, c'est des documents que j'ouvre quasiment tous les jours, où je me pose des questions, je me dis tiens, le ratio là comme ça, ou bien des questions sont posées par des agents immobiliers en disant si je passe de tel ballon thermodynamique à un plat, est-ce que c'est mieux? Parce que lui il fait 100 litres, lui il fait 65 litres, mais lui il est plus performant. Et moi je fais des calculs, je lance des simulations. Alors soit je peux le faire sur mon logiciel et je donne les résultats, soit c'est plus rapide de prendre les algorithmes. Et je vais fouiller dans les formules, je regarde, et des fois je découvre des trucs, des liens que je n'avais pas vus initialement. Donc voilà, c'est tout ce temps que je passe à vraiment avoir une expertise que je veux partager avec... Et j'imagine aussi que ça se fait dans les 2 sens en fait, ça va être un partage de bonnes pratiques au sein de ce petit forum. Alors partage de bonnes pratiques, oui. Entre diagnostiqueurs. L'intérêt de ce réseau, c'est aussi de partager aussi des leads, des clients. Cette semaine, j'avais un collègue qui me disait que quand il avait des clients, lui, des prescripteurs, des agents immobiliers ou autres, qui lui dit tiens, est-ce que tu connais quelqu'un à Orléans ou à Besançon ou à Toulouse? Il dit non, en regardant les pages jaunes. Demain, dans ce réseau-là, je pense que les gens, comme ils auront tous été formés, pour défendre leur image de marque, ils auront intérêt à envoyer vers un des membres du réseau. Il dit tiens, appelle telle personne. L'idée, c'est de faire un site avec une carte de France, donc les gens pourront être trouvés en direct. Donc pour faire un DPE classique, ou alors intervenir pour refaire un DPE. Si un client a un doute parce que son DPE il semble trop généreux ou au contraire trop pas bon, ou alors qu'il voit plein de valeurs par défaut et puis que le confrère qui l'a fait veut pas revenir pour X raison. Ça peut être le cas quand on achète un appartement avec un DPE en fait que moi personnellement j'en ai parlé tout à l'heure quand on a déjeuné, j'ai récupéré un DPE qui me paraît extrêmement mal fait. Donc là je fais appel à un de tes diagnostiqueurs et alors dans l'ordre c'est toujours mieux d'appeler celui qui a fait le DPE initial en disant monsieur je trouve ça bizarre, voilà, moi si tout à l'heure tu vas me le montrer, je vais te dire voilà ça c'est bizarre, toutes ces valeurs par défaut c'est bizarre, là tu peux gagner 10%, 15%, rappelle le gars qui l'a fait pour voir s'il veut revenir et puis refaire le boulot peut-être plus finement. Peut-être qu'il a d'autres informations qu'il n'avait pas à l'époque. Et puis s'il refuse, effectivement, prendre quelqu'un du réseau. Ça vaut le coup de dépenser quelques centaines d'euros pour avoir un bon diagnostic, avant de procéder à des travaux de rénovation. On n'a pas parlé du risque, mais là, dans quelques semaines, quelques mois, on est au 1er janvier 2023, il y a une limite qui va s'imposer, le logement non décent.
Ouais. 450. Alors, l'étiquette énergétique du DPE. Certains G ne pourraient plus être loués à partir du 1er janvier 2023. Certains G. C'est ça. Alors, c'est un peu technique. L'étiquette du diagnostic, elle est faite en ce qu'on appelle l'énergie primaire. L'énergie primaire, c'est ce qu'on puise dans la nature pour amener l'énergie ici finale dont on a besoin. Techniquement, quand on produit en centrale nucléaire 2,3 kW, il y a 1,3 qui se perd par effet Joule. Donc en fait, le câble chauffe, il chauffe l'atmosphère. Et à la fin, dans la prise, il n'y a plus que 1 kWh. Kilowattheure, pas les kilowatts. Donc en gros, ce qu'on consomme nous, c'est les kilowattheures, c'est l'énergie finale. Et pour l'électricité, quand on consomme 1 kWh, on a produit 2,53. L'étiquette, elle est en énergie primaire, donc les fameux 2,53. Et comme là, l'étiquette, la ratio est en énergie finale, quand on est tout électrique, il faut prendre la valeur de l'étiquette et la diviser par 2,3. D'accord. Et comme la limite, elle est de 450 en énergie finale, si on est tout électrique, encore une fois, et ben en fait, on se rend compte que tant que notre étiquette, elle n'est pas à 1060, donc on peut très bien être rangé, tant qu'on ne dépasse pas les 1060 en tout électrique, on ne sera pas concerné par la limite de... D'accord, bon, c'est vraiment fait que je ne sais pas si vous avez tout compris, mais en tout cas, voilà, bon, méfiance. Voilà, donc tous les DPE qui seront en dessous de 450, en gaz ou fuel, eux, ils ne seront pas bons, ils seront plus louables. Ouais. C'est-à-dire que celui qui loue, il s'expose à louer un logement non décent. Attention, les jugements, ils sont durs. Bon, après, il faut trouver le locataire chiant qui amène en fait son propriétaire au tribunal. Bon, voilà. Prendre un peu de réserve aussi. Voilà. On est quand même pas chez les barbares. Voilà. En tout cas, écoute, moi je te remercie infiniment pour cette conversation autour du DPE énergétique. Sûrement à très bientôt. Eh ben, j'espère. À ta disposition. Merci Pascal. Merci. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi. Retrouve-moi sur Instagram à Lamarco Immobilier et like la vidéo. À bientôt.